L'image qu'on a tous d'Albert Einstein, c'est cette figure intouchable, presque mystique. Ouais, le cliché du génie absolu. C'est ça. Quand on pense à l'esprit humain à son apogée, et c'est direct son visage qui apparaît. Le mec avec ses cheveux ébouriffés, le regard pétillant, quelqu'un qui semble avoir percé les secrets de l'univers d'un simple claquement de doigts devant un tableau noir. Et on a cette idée préconçue que ces personnes-là naissent avec un cerveau complètement différent du nôtre, un disque dur déjà programmé pour tout comprendre. Exactement. Mais et si on découvrait que derrière cette mythologie se cachent en fait des techniques hyper concrètes, de véritables méthodes que n'importe quel esprit peut s'approprier? Eh bien, l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est précisément de plonger dans le livre Apprendre comme Einstein de Robert Mercier, juste pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot de ce génie. Et c'est une lecture qui bouscule pas mal de certitudes, pour être honnête. Parce qu'on pourrait s'attendre à un manuel de physique quantique ou à, je sais pas, des équations incompréhensibles, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une réflexion destinée à toute personne curieuse de comprendre comment on peut apprendre plus vite, comment aiguiser sa propre concentration face au chaos quotidien et comment débloquer une créativité qu'on laisse souvent rouiller. Surtout de nos jours, hein. Totalement. La véritable question qui traverse cette discussion, c'est de savoir si le génie est vraiment un ticket de loterie génétique accordé à la naissance, ou bien si c'est le résultat d'une philosophie et de méthodes spécifiques, des choses qui peuvent être consciemment reproduites. Et le texte frappe fort dès le début, en fait, en brisant complètement le mythe de l'enfant prodige. On a tellement l'habitude des récits hollywoodiens où le héros montre des signes de brillance dès l'âge de 3 ans. Mais pour Einstein, le démarrage a été, pour le moins laborieux. Complètement laborieux, oui. L'ironie de son parcours est même assez rassurante pour nous tous, au final. Ses propres professeurs, à l'école, disaient ouvertement qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Il a carrément échoué à son premier... Son examen d'entrée à l'école polytechnique, c'est fou. Voilà, en Suisse. Et même plus tard, une fois diplômé, il n'a pas du tout été accueilli à bras ouverts par le monde académique. Personne ne voulait de lui dans les universités. Il a donc dû se contenter d'un emploi de bureau très modeste, examinateur de brevets de troisième classe. Le petit boulot de base, quoi. C'est ça. Mais le détail crucial ici, c'est que les traits de caractère qui exaspéraient ses professeurs, son côté un peu toujours dans la lune, sa difficulté à rester concentré sur des tâches répétitives, bref, ce qu'on diagnostiquerait peut-être aujourd'hui comme un trouble de l'attention, eh bien ce sont devenus les fondations mêmes de son génie. D'accord. Alors, décortiquons tout ça. Parce que ça remet en question la définition même de l'intelligence telle qu'on nous l'enseigne. Comment est-ce qu'on passe du statut d'élève dissipé et rejeté par le système à celui de référence ultime de la pensée scientifique? Le livre souligne que ce basculement commence par une philosophie d'apprentissage très particulière, basée avant tout sur le plaisir. Le plaisir pur, oui. Il y a cette anecdote magnifique avec son fils. En 1915, son fils, de 11 ans, Hans Albert, apprend à jouer du piano. Et Einstein lui écrit une lettre pour lui donner un conseil. Il lui dit pas de répéter ses gammes pendant les heures ou d'obéir aveuglement à son prof. Non, il lui dit de jouer les morceaux qu'il aime, même si le professeur les a pas demandés. C'est une super approche. Pour Einstein, la seule façon d'apprendre rapidement, c'est de faire quelque chose avec tellement de joie qu'on remarque même plus le temps qui passe, au point d'en oublier de déjeuner. Et cette notion de joie, c'est pas juste une belle idée romantique, c'est un mécanisme cognitif puissant. Einstein répétait souvent « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux ». Il refusait de voir l'apprentissage comme une corvée ou une obligation scolaire. Pour lui, c'est un terrain de jeu. Et sur un terrain de jeu, on tombe. Exactement. On a le droit de tomber. C'est pour ça qu'il prenait l'importance vitale de faire des erreurs. Il considérait que quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur n'a tout simplement jamais rien essayé de nouveau. L'échec n'était pas une punition, c'était de la donnée, de l'information supplémentaire. Un retour d'expérience en gros. Voilà. Il valorisait aussi l'idée de créer de la valeur, d'apporter quelque chose au monde, plutôt que de courir après le succès ou la reconnaissance. Mais sa position la plus radicale et peut-être la plus connue, c'est son affirmation selon laquelle l'imagination est bien plus importante que la connaissance. C'est une phrase qu'on voit tout le temps imprimée sur des affiches, mais quand on s'arrête dessus 2 secondes, c'est hyper profond. La connaissance est par définition finie, elle s'arrête à ce qu'on a découvert jusqu'à présent. L'imagination, elle, a littéralement aucune limite. Aucune frontière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette imagination, c'était pas juste un concept abstrait pour lui. On parle souvent de son année miraculeuse, en 1905. À 26 ans, il publie 3 articles qui renversent toute la physique mondiale. On a l'impression d'une illumination divine soudaine, mais l'ouvrage nous montre l'envers du décor.
Cette année miraculeuse est en fait le résultat de 10 années entières d'entraînement délibéré de son imagination visuelle. Une décennie à faire des pompes mentales, en quelque sorte. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode concrète qu'il utilisait, les fameuses expériences de pensée. Contrairement à l'image du mathématicien qui noircit des tableaux de calculs complexes, le jeune Einstein rêvassait de manière très intentionnelle. L'une de ses expériences les plus célèbres consistait à s'imaginer physiquement en train de chevaucher un rayon de lumière. Juste se balader sur la lumière. Oui, et de se demander à quoi ressemblerait le monde à côté de lui. S'il tenait un miroir devant son visage en allant à la vitesse de la lumière, est-ce qu'il verrait son reflet instantané ? C'est par cette simple visualisation enfantine qu'il a commencé à détricoter le tissu du temps et de l'espace. Et d'ailleurs, ce travail au bureau des brevets a joué un rôle clé. Ah oui, avec les horloges. Tout à fait. Toute la journée, il examinait des plans pour des horloges qui devaient être synchronisées à distance par des signaux électromagnétiques. Au lieu de juste lire des documents techniques ennuyeux, il fermait les yeux et simulait mentalement le trajet du signal, les rouages des horloges, la perception du temps par différents observateurs. Attends, donc il avait transformé un travail de bureau potentiellement mortel d'ennui en un immense simulateur de réalité virtuelle privée. C'est brillant. Et le livre précise que c'est pas un cas isolé. Nikola Tesla, un autre esprit hors norme, fonctionnait exactement de la même manière. Avant même d'assembler le moindre boulon de ces turbines géantes dans son atelier, il les construisait dans sa tête. Il les visualisait complètement. Il les faisait tourner mentalement. Il repérait les endroits où la friction allait user le métal, il ajustait l'équilibrage, et tout ça sans toucher une seule pièce matérielle. C'est vraiment la preuve que notre esprit est la machine à simuler la plus puissante au monde. Et l'ouvrage se contente pas d'admirer ces figures historiques. Il décortique ce processus pour nous l'offrir sous la forme d'une boucle d'apprentissage en 4 étapes. La première étape, c'est la construction d'un modèle mental. Si on veut comprendre un nouveau domaine, on bâtit une représentation interne, comme un architecte visualise l'agencement d'une maison avant d'en dessiner les plans. Et pour ancrer ça dans notre réalité quotidienne, disons que c'est pas pour inventer une turbine, mais simplement pour repenser l'organisation de son département au travail, ou même la logistique d'un grand événement familial. On commence par se faire une image globale de qui fait quoi et comment les choses devraient s'emboîter. Tester ce modèle dans le simulateur de son propre esprit. On introduit des variables. Que se passe-t-il si le fournisseur principal fait faillite ? Que se passe-t-il si 2 personnes clés ne s'entendent pas ? On laisse l'expérience de pensée se dérouler pour observer les points de rupture. On anticipe les crashs en fait. Voilà. Ensuite, la 3e étape, c'est de sortir de sa tête et de confronter ce modèle au monde réel par une expérimentation. Le livre fait un parallèle très pertinent avec les leaders de la technologie moderne, comme Jeff Bezos, qui explique que la croissance d'une entreprise est directement proportionnelle au nombre d'expériences qu'elle réalise chaque jour. La fameuse règle des 10 000 expériences. C'est ça. Et enfin, la 4e étape de la boucle, c'est de récolter les résultats de cette expérience réelle pour affiner et corriger le modèle mental de départ. C'est une véritable spirale d'amélioration continue. C'est un cadre intellectuel génial. Mais soyons honnêtes 2 minutes, la plupart de ceux qui écoutent n'ont pas de longues heures à passer seuls dans un bureau des brevets à faire des expériences de pensée. On est submergé, il y a des notifications toutes les 2 minutes, des montagnes de documents à lire, des boîtes mail qui débordent. Comment on protège cette capacité de réflexion face à l'avalanche d'informations ? C'est le vrai défi moderne. Et le livre aborde justement des outils très terre-à-terre. Il y a toute une réflexion sur la vitesse de traitement de l'information, notamment avec la lecture rapide. Oui, et l'approche proposée est très mécanique, très pratique. L'auteur explique que ce qui nous ralentit tous lors de la lecture, c'est ce qu'on appelle la sous-vocalisation. C'est cette petite voix dans notre tête qui prononce chaque mot, syllabe par syllabe. C'est un réflexe hérité de l'école primaire quand on apprenait à lire à voix haute. La petite voix intérieure, ouais. Le problème, c'est que cette voix limite notre vitesse de lecture à notre vitesse de parole, soit environ 200 ou 250 mots par minute. Le livre suggère des techniques pour désactiver cette voix, en utilisant par exemple un guide visuel, pour forcer les yeux à capter des blocs de mots, à sauter les petites conjonctions inutiles pour extraire directement l'essence du texte. Ça demande un peu d'entraînement, on est d'accord, mais c'est comme passer de la marche à la course à pied. Mais au-delà de la vitesse pure, il y a la question de l'assimilation. On a tous connu cette frustration énorme de lire une page entière d'un rapport important, d'arriver en bas de la page et de réaliser qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'on vient de lire. L'esprit était complètement ailleurs. C'est la définition même de la lecture passive. Et pour y remédier, l'ouvrage met en avant une méthodologie robuste, la méthode SQ3R. Ce sont 5 étapes conçues pour rendre l'esprit proactif. D'abord, on survole le texte pour en repérer la structure, les grands titres. Ensuite, on transforme ces titres en questions. Au lieu de lire passivement,
Les causes de la révolution, on se demande quelles ont été les causes principales de cette révolution. Cela transforme la lecture en une chasse au trésor. On cherche activement la réponse. C'est ça. La troisième étape est la lecture active pour trouver ces réponses. La quatrième, c'est de réciter ou de reformuler à voix haute ou par écrit avec ses propres mots ce qu'on vient de trouver. Et la dernière étape, c'est la révision espacée dans le temps. C'est un effort conscient pour forcer le cerveau à encoder l'information. Et pour organiser cette information, j'ai trouvé la distinction entre les cartes conceptuelles et les cartes mentales particulièrement éclairantes. On a tendance à tout structurer sous forme de listes à puces très froides ou d'organigrammes hyper rigides de haut en bas. Ce livre encourage vraiment l'utilisation des cartes mentales, qui sont radiales. On met le concept central au milieu de la feuille et les idées rayonnent autour, de manière organique, avec des couleurs, des dessins. Ça imite littéralement la façon dont nos neurones se connectent physiquement dans le cerveau. Mais pour utiliser tous ces outils, encore faut-il se connaître soi-même. C'est une étape incontournable. Il est crucial d'identifier son propre style d'apprentissage. Est-on principalement visuel? Auquel cas, ces cartes mentales colorées sont indispensables. Est-on auditif? A-t-on besoin de s'enregistrer et de réécouter ses propres synthèses? Ou est-on kinesthésique? C'est-à-dire le besoin de bouger. Exactement. A-t-on besoin d'engager son corps, de manipuler des objets ou simplement de marcher en réfléchissant pour que l'information s'imprime? Si on force un kinesthésique à rester assis immobile devant une longue page de texte, on étouffe totalement son potentiel. Ça explique tellement de choses sur nos années de scolarité. Mais il y a un autre élément indispensable pour que la magie opère, c'est l'environnement. On parle souvent de cet état de flow, ce moment de grâce où la concentration est tellement absolue que l'effort disparaît. Mais le livre est très clair. Le flow déteste le chaos. On ne peut pas entrer dans cet état avec 3 onglets de réseaux sociaux ouverts et une télévision en fond sonore. C'est impossible. La solitude intentionnelle est le terreau de l'invention. Ce n'est pas un hasard si Newton a conceptualisé ses théories sur la gravité dans le calme isolé d'un jardin, ou si Einstein passait des heures seul à simplement regarder les trains arriver en gare pour nourrir ses réflexions sur la relativité du mouvement. Le livre rappelle aussi l'importance de faire bouger le corps pour débloquer l'esprit. L'exemple de Steve Jobs est très parlant. Il était célèbre pour insister afin que ses réunions les plus stratégiques se fassent en marchant à l'extérieur. C'est un conseil tellement facile à appliquer. La prochaine fois qu'on a un appel téléphonique difficile ou une session de réflexion où on tourne en rond, au lieu de rester affalé sur sa chaise de bureau à fixer l'écran, il suffit de mettre des écouteurs et d'aller faire le tour du pâté de maison. On sous-estime le pouvoir d'une marche en forêt ou même juste dans la rue pour réinitialiser la machine. Et cette idée de déblocage nous amène naturellement à la 4e grande thématique de cette discussion, la créativité et la résolution de problèmes. Souvent, on imagine que la créativité, c'est un don mystique réservé aux peintres et aux musiciens. C'est un immense malentendu. La créativité, dans ce contexte, c'est la capacité à connecter des points apparemment isolés pour trouver une solution inédite. C'est un muscle cognitif pur. Et la première étape pour muscler cette créativité, ce n'est pas de chercher frénétiquement des réponses, c'est d'apprendre à poser la bonne question. C'est vraiment l'art de recadrer le problème. Et l'exemple donné dans l'ouvrage à ce sujet est absolument brillant. C'est l'histoire des débuts de Starbucks. Si le fondateur, Howard Schultz, était revenu de son voyage en Italie avec la question « Comment est-ce que je peux copier exactement un bar à expresso italien traditionnel aux États-Unis ?», l'entreprise aurait probablement fait faillite en 1 an. Au lieu de ça, il a changé la question. Il s'est demandé comment créer un 3e lieu, un environnement confortable entre la maison et le travail où les gens auraient envie de passer du temps pour savourer un café. Ce simple changement de perspective a créé un empire mondial. Un autre exemple mentionné est Instagram, qui a commencé comme une application de localisation hyper complexe avant de se recentrer sur une seule question, comment rendre le partage de photos instantané et esthétique. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on retrouve cette approche chez les plus grands penseurs. Le mathématicien Georges Polya, dont la philosophie est très présente dans cette partie, expliquait que l'erreur la plus commune et la plus fatale face à un problème complexe, c'est de se précipiter sur la recherche d'une solution avant d'avoir pris le temps de véritablement comprendre le problème. On veut aller trop vite ? C'est l'équivalent de prescrire un médicament avant même d'avoir posé un diagnostic. Polya a insisté aussi sur l'importance de la mentalité avec laquelle on aborde les blocages en équipe. Il faut bannir la mentalité du « qui » pour adopter la mentalité du « quoi ». C'est-à-dire concrètement, ça donne quoi lors d'une réunion de crise? Concrètement, quand un projet échoue, la réaction instinctive est de chercher un coupable. On demande « à qui la faute ?»
Cela crée immédiatement une atmosphère de défense, de dissimulation et de paranoïa. L'approche créative exige de demander quelle est la cause fondamentale de ce dysfonctionnement. On attaque le processus, on critique les idées avec une grande rigueur, mais on protège toujours les personnes. C'est le seul moyen de maintenir un environnement où les gens osent proposer des idées risquées. C'est un principe de leadership fondamental en fait. Si les gens ont peur d'être ridiculisés, ils ne proposeront que des idées tièdes et sûres. Et pour encourager cette prise de risque, le livre met en lumière l'approche de la société IDEO, une célèbre entreprise de design. Face à un défi, au lieu de faire des réunions interminables, de préparer des présentations parfaites et de débattre pendant des semaines, ils ont une règle: prototyper le plus vite possible, même si c'est de manière grossière avec des bouts de carton et du ruban adhésif. Et l'intérêt de ce prototypage brut, c'est qu'il court-circuite le perfectionnisme, qui est le plus grand ennemi de l'innovation. En manipulant un objet physique, même basique, le cerveau voit immédiatement des défauts ou des opportunités qu'aucune discussion théorique n'aurait pu révéler. Le livre plaide ardemment pour cette reconnexion au monde matériel, ce besoin de s'éloigner un peu des écrans pour réfléchir avec ses mains. Une autre stratégie fascinante abordée pour cultiver la créativité, c'est le concept de projets marginaux, ce qu'on appelle souvent des skunkworks dans le jargon de l'ingénierie. L'idée, c'est d'avoir de petites équipes qui travaillent de manière non officielle, presque en secret, en dehors de toute la bureaucratie habituelle de l'entreprise, sur des projets qui les passionnent. Comme des projets pirates ? C'est ça. Le but est de créer un espace de liberté totale. C'est exactement de cette manière qu'une petite équipe isolée a développé Gmail, presque comme un passe-temps, en marge de leurs obligations principales. Autoriser les stries à vagabonder, à explorer des chemins de traverse sans la pression d'un résultat immédiat, nourrit considérablement la capacité globale à innover. L'ouvrage propose même des petits exercices mentaux pour désacraliser ce processus au quotidien. Par exemple, prendre un objet banal comme un trombone ou une brique et se forcer à lister 30 utilisations absurdes ou improbables pour cet objet. Ce n'est pas pour trouver la prochaine grande invention, c'est simplement de la gymnastique neuronale pour forcer le cerveau à sortir des sentiers battus et à créer de nouvelles associations d'idées. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre quotidien ? La valeur ajoutée de cette exploration, c'est pas juste de l'inspiration théorique, c'est une vraie boîte à outils immédiate. Si on veut commencer dès aujourd'hui, le livre propose des techniques physiologiques toutes simples pour retrouver de la clarté avant de plonger dans une tâche ardue. Je pense notamment à cette méthode de respiration, la fameuse technique du 4, 6, 8. On inspire profondément par le nez pendant 4 secondes, on retient son souffle pendant 6 secondes et on expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. C'est le genre de choses qu'on peut faire discrètement à son bureau, juste après avoir lu un courriel stressant, pour abaisser le rythme cardiaque et reprendre le contrôle de son attention. C'est une excellente porte d'entrée. On peut aussi décider dès demain de bloquer intentionnellement du temps de vide dans son agenda. Pas pour consulter ses messages, pas pour lire, juste pour laisser les pensées décanter. Et pour l'exécution de nos projets professionnels ou personnels, l'auteur rappelle l'efficacité redoutable de la méthode des objectifs SMART. L'idée est de refuser les vœux pieux. Au lieu de dire vaguement « je veux m'améliorer en anglais », on définit un objectif spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Pour que ce soit concret. Exactement. Cela donne par exemple, je vais tenir une conversation de 10 minutes en anglais sur l'actualité avec un tuteur tous les mardis soirs pendant 3 mois. Le cerveau a besoin de cette clarté pour se mettre en mouvement. C'est la différence entre une envie floue et un véritable plan d'action. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de tester immédiatement leur capacité de concentration et de structuration mentale, le livre inclut un défi assez légendaire. L'énigme d'Einstein. C'est un puzzle de logique pure qui implique 5 maisons de couleurs différentes, des nationalités, des animaux domestiques et des boissons. On raconte qu'Einstein aurait formulé cette énigme en affirmant que seulement 2% de la population pourrait la résoudre de tête sans papier ni crayon. Le but de l'auteur n'est pas de nous frustrer, mais de nous offrir une vraie séance d'haltérophilie pour le cerveau. Pour s'entraîner à garder et manipuler plusieurs variables complexes simultanément. C'est un exercice de simulation mentale par excellence, qui boucle la boucle avec le début de notre discussion. Le message central de cette lecture de l'esprit humain, c'est que le potentiel intellectuel n'est pas figé. Einstein lui-même disait que la véritable crise n'est pas le manque de ressources, mais l'incompétence et la paresse face aux obstacles. C'est précisément au cœur de la difficulté que naît la nécessité d'inventer, de chercher des chemins détournés. Le monde appartient clairement à ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre, avec curiosité et rigueur.
C'est un regard extrêmement optimiste sur le potentiel humain. On n'est pas condamné à rester tel qu'on est. Absolument. Cela soulève une question importante que je trouve parfaite pour conclure cette réflexion. Einstein affirmait qu'on ne peut jamais résoudre un problème avec le même type de pensée, le même niveau de conscience qui a créé ce problème en premier lieu. Si l'on accepte aujourd'hui, grâce à ces concepts, que notre cerveau n'est pas un simple espace de stockage passif, mais un moteur dynamique capable de simuler de nouvelles réalités, quel problème majeur dans notre vie, une situation professionnelle bloquée ou un conflit personnel récurrent, n'attend finalement qu'un changement radical de notre modèle mental pour s'évaporer et trouver sa solution? Une question puissante pour clôturer cette plongée. C'est une véritable invitation à réexaminer nos blocages sous un angle nouveau et bien sûr une incitation évidente à se plonger dans la lecture intégrale de cet ouvrage pour s'approprier ces outils en profondeur. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés d'avoir partagé cette exploration avec nous et à très bientôt pour continuer à nourrir notre curiosité.